Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Charles Trenet, Douce France, oui, qui a été repris par Carte de séjour. Alors, c'est vrai que toutes ces chansons qu'on a eues pendant des dizaines d'années, des décennies, c'était ces chansons d'insouciance, de beauté, de marivaudage aussi, on va en parler bien sûr, et qui disent tous effectivement cet art d'être français. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, cette question est posée, elle est là, sur l'art d'être français. C'est pour ça que le livre de Michel Onfray, vraiment, il vient à son heure, parce que dans la discussion qui est pas seulement politique, qui est existentielle, qui nous occupe, il faut se rappeler d'où on vient et qu'est-ce qui nous a constitués, Céline. Et oui, et donc on va en parler aujourd'hui avec le philosophe Michel Onfray qui est avec nous donc en direct sur Sud Radio jusqu'à 14h. Bonjour à vous Michel Onfray. Alors vous publiez aux éditions Bouquin L'art d'être français, qui est un manuel donc de savoir-vivre à l'intention des jeunes générations. Alors ce livre, on peut le résumer, c'est 12 lettres qui ont notamment pour sujet le décolonialisme, la créolisation, l'islamo-gauchisme. Et dans l'une d'elles, consacrée à la France, vous écrivez que notre histoire s'est construite à travers un certain nombre de lignes de force, et ce depuis 2 millénaires. La première, c'est la chrétienté, à la fin du 5e siècle, avec le baptême de Clovis, la France devient chrétienne. Alors qu'est-ce que cela a transformé dans notre civilisation ? Ça a rendu possible une civilisation. C'est-à-dire que moi j'ai l'âge de penser en termes de longue durée. C'est ce qu'on fait pas beaucoup, on fait de moins en moins. Brodel nous disait qu'il fallait penser dans la longue durée. Et si on pense notre civilisation le nez dans l'immédiateté, ce à quoi nous invitent d'ailleurs les chaînes d'information continue, les journalistes, etc., on n'y comprend rien. Si en revanche on prend un peu d'altitude, alors on découvre que les civilisations sont mortelles. C'est une vérité de la palisse, c'est un truc de classe terminale, ça. Valéry. Ben voilà, nous autres civilisations, nous savons désormais que nous sommes mortels, dit Paul Valéry. Et donc tout le monde connaît les pyramides, tout le monde connaît le forum romain, tout le monde connaît le Parthénon, tout le monde connaît Lascaux. Eh bien, ce sont des civilisations. Et ces civilisations, elles n'existent plus. Avant la civilisation égyptienne, il n'y a pas de civilisation égyptienne. Après la civilisation égyptienne, il n'y en a plus. Des gens ont cru à Horus, par exemple, et plus personne ne croit à Horus aujourd'hui. Des gens ont cru à Zeus, d'autres à Jupiter, d'autres à Athéna, etc. Plus personne n'y croit. À Athènes, plus personne ne croit à Vénus, par exemple, ou à Rome. Eh bien, notre civilisation, elle commence justement avec la christianisation. C'est-à-dire qu'il y a un bloc gréco-romain, puis ensuite il y a un bloc judéo-chrétien. Et notre civilisation, c'est le bloc gréco-romain qui rend possible le bloc judéo-chrétien. Donc nous procédons évidemment d'Homère, de Platon, bien sûr, mais aussi de Sénèque, de Marc Aurèle, mais aussi de la Torah, mais aussi de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Athènes, Rome, Jérusalem. C'est ça, voilà. Ouais. C'est une triade qui rend possible une civilisation qui est celle de l'Europe, après de l'Occident. C'est-à-dire qu'au-delà de notre civilisation, ce sont aussi les États-Unis, la Nouvelle-Zélande, l'Australie, enfin tous les pays qui sont occidentaux, occidentalisés. Le premier millénaire de la France, on peut dire qu'il a été donc catholique, et ça, c'est incontestable, selon vous. Alors d'abord, c'est incontestable, mais ensuite, il ne faut pas du tout penser le catholicisme en dehors des configurations historiques qui étaient celles de l'époque. Vous savez, il y a des conciles, les conciles, c'est parfois 20 personnes, ils ont parfois picolé, les évêques, ils sont bourrés, ils sont en train de prendre une position sur un sujet, puis il y en a un autre qui donne un peu d'argent, on change de sujet, et donc le concile fait la loi, mais ça change beaucoup. Il y a par exemple quelque chose d'extrêmement important, une série de conciles sur la question de l'image. Donc on appelait ça les iconoclastes ou les iconophiles. Iconophiles qui aiment les images, iconoclastes qui n'aiment pas les images. Et la question était, est-ce qu'on a le droit de représenter Dieu ? Est-ce qu'on a le droit de représenter Jésus, Marie, Joseph, les saints, etc. Est-ce que quand on se met à genoux devant un crucifix, on n'est pas en train de restaurer le paganisme, c'est-à-dire se mettre à genoux devant un morceau de bois ? Et donc, oui, une grosse discussion là-dessus. Ça a duré des siècles. Et à un moment donné, l'Église tranche, les conciles tranchent en disant, allez, on est iconophile. Ça rend possible l'art occidental, ça rend possible l'Occident également. Les iconoclastes sont par exemple les Juifs ou les musulmans. Ce sont deux civilisations qui n'aiment pas l'image. Chez les Juifs, ça donne un peuple génial, puisque finalement, on est dans ce qu'on appelle en philosophie l'herméneutique, c'est-à-dire l'interprétation du sens, l'exégèse. Et on a des rabbins qui sont ultra cultivés, etc. Donc ça donne un certain type de civilisation, qui fournit un nombre de prix Nobel considérable sur la planète. Et puis du côté de l'islam, on dit, c'est la parole de Dieu. C'est-à-dire que là où Dieu a mis les virgules, on ne met pas un point-virgule. On n'y touche pas. Donc, c'est incréé, c'est absolument. Ça descend du ciel, c'est Dieu qui parle. Donc on n'y touche pas. Donc ça contraint à la littéralité et à l'obéissance d'un texte littéral. Ça ne produit pas du tout les mêmes civilisations. Nous, on est dans une civilisation de l'image.
le judéo-christianisme. Pas le judaïsme, mais le judéo-christianisme. On dira le christianisme pour aller vite. Et bien c'est ce qui rend possible toute la musique, toute la peinture, toute la littérature. Nous sommes une civilisation de l'allégorie. Nous sommes une civilisation du symbole. Si vous êtes initié, vous comprenez. Si vous n'êtes pas initié, vous ne comprenez pas. Or aujourd'hui, on n'initie plus à rien. C'est-à-dire que si vous dites à un papou de Nouvelle-Guinée, on va vous chercher dans votre forêt, on vous paye un billet d'avion, vous arrivez à Chambois, c'est la photo de mon livre, là, mon village natal, vous allez faire un tour dans l'église et je vais vous faire voir la crucifixion, la descente de la croix, etc., etc. Le papou ne va rien comprendre, parce qu'il ne sera pas initié. Si vous lui expliquez, bien sûr qu'il comprendra. Eh bien, je pense que nous avons cessé d'être une civilisation de l'allégorie et du symbole. Donc on est au pied de la lettre, et on est bêtement, vous parliez tout à l'heure de Voltaire, on est bêtement dans le sens premier, c'est-à-dire qu'on a perdu le sens de l'humour, on a perdu le sens du langage et de la parole. Si Marivaux revenait aujourd'hui, il serait poursuivi pour MeToo, par MeToo, et on dirait... Mais chantons port, Marivaux. Ben voilà. Et donc je dis, mais il y a quand même eu une tradition, c'est-à-dire parler élégamment à une femme, ça n'est pas lui mettre la main aux fesses. Il y a un moment donné où effectivement il est question de viol, mais il y a un moment donné où l'élégance de la langue française, les salons d'avant la Révolution française, le langage, qu'on voit le XVIIe siècle, les poèmes de La Fontaine, enfin les fables sont magnifiquement versifiées, même si c'est de la culture romaine et grecque. Hein, mais juste un mot là-dessus, et même maintenant, enfin, je prends une allusion, Edgar Faure, qui n'était pas Marivaux, c'est le politique, et à un moment donné, il regardait une femme comme ça, dans un salon, et il dit, langue française, il dit, mais enfin monsieur, vous me dévisagez. Il dit, non madame, je vous envisage. C'est génial. Bah, c'est le génie de la langue française. Alors après, on peut être dans la moraline et estimer que c'est inadmissible et que c'est une provocation, qu'on lui a mal parlé à cette femme, qu'on lui a manqué d'égard, et puis éventuellement rappeler ses copains pour foutre une volée à Edgar Faure. Mais oui, alors on a parlé effectivement de Voltaire, Rabelais, Montaigne, on peut dire qu'il a été le premier à incarner l'esprit français, c'est ce que vous écrivez en tout cas. Complètement, oui. Ah oui, c'est un génie Montaigne, hein, vraiment. On a avec mon ami Denis Molin et justement aux éditions Lafon fait une édition traduite, je dirais, de Montaigne, pour rendre accessible Montaigne à tout le monde. C'est pas facile de lire Montaigne dans le langage du XVIe siècle, hein, c'est pas facile. Donc nous, on a refait une édition extrêmement lisible, simple et claire, et j'ai relu à l'occasion Montaigne, c'est toujours un plaisir de lire en œuvre complète. On peut lire des morceaux, mais c'est vraiment très intéressant de prendre de la première à la dernière page. Et je me suis dit, mais c'est incroyable ce que cet homme a inventé. Donc, quoi, on peut dire dans l'essentiel, qu'est-ce qu'il a inventé? Il a inventé la laïcité, voilà, le féminisme, par exemple. Il dit que si les femmes sont moins intelligentes, c'est parce qu'on les a éduquées comme ça. Ça veut dire que si on les éduque autrement, elles perdront cet inconvénient qui est un produit des hommes. L'antispécisme, par exemple, cette idée qu'il y aurait d'un côté les hommes, de l'autre côté les animaux. Montaigne dit, mais pas du tout. Quand je regarde ma chatte, dit-il, il parle de son chat, quand je regarde ma chatte, je prendrai des leçons de philosophie. Et il écrit un magnifique chapitre qui s'appelle l'Apologie de Raymond Sebon, où il est question des arondelles, les hirondelles, il est question des chats, des chiens, des animaux, des chevaux, où il nous dit, mais finalement, entre eux et nous, il n'y a pas une différence de nature, il y a une différence de degré. Vous vous rendez compte ? 16e siècle, il faudra attendre le 19e siècle. C'était un homme moderne. 1859 avec des... Mais plus que ça. C'est-à-dire que c'est pour moi le prince des philosophes, parce que sans lui, il n'y aurait pas eu Pascal, Malebranche, il n'y aurait pas eu Spinoza, donc il n'y aurait pas eu la philosophie des Lumières, donc il n'y aurait pas eu, etc. etc. C'est-à-dire ils ont tous piqué dans la caisse de Montaigne. Chacun se hausse sur les épaules du précédent. Oui, mais sans le citer ou le nommer. Par exemple, au XXe siècle, les philosophes ne citent pas Montaigne. C'est pas fini. Ouais. Non. Si vous cherchez des références à Montaigne chez Deleuze, chez Foucault, chez Guattari, chez Derrida, etc., jamais, nulle part, rien. Il n'existe pas. Parce que les philosophes le renvoient à la littérature, les littéraires à la philosophie, et personne ne s'en occupe. La difficulté de la langue française fait que le grand public ne le lit pas, ou a des difficultés à le lire, d'où l'intérêt qu'on a eu avec mon ami Bernard Combeau, qui est hélas décédé depuis, et Denis Molin, pour faire cette édition, en disant, mais lisez-le, 2, 3, 10 pages de temps en temps, vous verrez à chaque fois comme c'est génial, drôle, intelligent, c'est rempli d'anecdotes, c'est une bibliothèque de références romaines et à l'Antiquité. C'est très grand, Montaigne. Et oui, et c'est lui qui a effectivement, vous le racontez, qui a publié le premier grand livre de philosophie française, qui va rendre possible la philosophie européenne. Oui, parce que d'abord, à l'époque, on écrit en latin.
on s'adresse aux gens qui parlent le latin. Donc en gros, les sages s'adressent aux sages, ou les philosophes, ou les techniciens de la philosophie s'adressent aux techniciens de la philosophie. Un peu à l'entre-soi, quelque part. C'est complètement ça. Et lui, il dit, mais moi, j'écris en français. Alors on dira Descartes, le discours de la méthode, oui, mais c'est le siècle suivant, Descartes. Lui, il dit, non, par exemple, il dit, le jambon fait boire, le boire désaltère, donc le jambon désaltère. Alors, évidemment, c'est une plaisanterie qui va... Un syllogisme spécial. Justement, c'est pour montrer qu'avec des syllogismes, on peut raconter des conneries, des sottises, pardon. Et donc, il dit, mais toute la scolastique est remplie de ce genre de sophisme. Il dit, on arrête avec ça. On arrête avec la rhétorique, la sophistique, la logique d'Aristote. C'est pas ça, philosopher. C'est surtout pas ça. Et puis, il dit, par exemple, j'ai eu un accident de cheval. Et il y a un cheval qui est arrivé, il m'a foncé dessus. Je suis tombé, j'ai perdu connaissance. Et puis, finalement, j'ai glissé dans la mort. C'était drôlement doux. Puis après, je me suis réveillé, j'ai vomi des seaux de sang. Et après, j'ai connu la douleur, la souffrance, et puis, etc. Et on se dit, voilà quelqu'un qui philosophe à partir du réel. C'est quelqu'un qui aujourd'hui dirait... De la chair de l'existence. Absolument. Il a perdu des enfants, il a vu de certains de ces paysans qui venaient de perdre leurs enfants et qui en même temps l'après-midi étaient en train de travailler les champs. Il pense le réel, la vérité, la réalité, et ça nous manque beaucoup. Et un autre philosophe qui vraiment pense à partir du réel, et quel réel, c'est Rabelais. Oui. Les Rabelais, c'est alors vraiment la matérialité, comme on dit. Absolument. C'est le retour du refoulé chrétien. C'est-à-dire Jésus. Bon, moi, vous savez, je suis tenant de cette idée que Jésus n'a jamais existé historiquement, que c'est une figure que les Juifs annoncent et dont certains Juifs nous disent il n'est pas à annoncer puisqu'il est déjà venu. Ça donne des chrétiens. Et c'est un concept. C'est Saint Jean qui a raison. C'est le logos, c'est le verbe, etc. Après, c'est trop compliqué une religion du logos pour les gens. Il faut trouver des histoires. Voilà. Oui. Donc on invente une histoire, Jésus, Marie, Joseph, le bœuf, l'âne, etc. Et on se met à raconter tout ça. Puis on invente un Jésus qui ne boit pas, qui ne mange pas. Jésus, il boit du vin, il mange du pain, il mange parce que c'est du symbole. À chaque fois, c'est allégorique. C'est l'annonce de la passion. Ceci est mon sang, ceci est mon... Voilà. Ouais. Et il n'a pas d'existence corporelle, il est né d'une mère qui est vierge, il faut le faire quand même, vierge et mère, et après on nous dit, regardez, il est mort. Vous avez choqué les croyants, comme Michel. Oui, enfin, je ne dis que quelque chose de vrai, là, pour le coup. Factuellement, les chrétiens ne peuvent pas dire que Marie n'était pas vierge et mère. Et puis après on nous dit, vous allez imiter le cadavre de Jésus. Parce que finalement, la souffrance, c'est une bonne chose. Jamais Jésus ne se serait reconnu là-dedans, c'est évident. Et donc le christianisme nous dit, voilà, on est dans la détestation des désirs, des passions. C'est Saint Paul qui fait ça, qui produit cette haine du corps, cette haine des femmes, cette haine de la jouissance, cette haine des plaisirs qu'on peut prendre à la vie. Il dit, mais si Dieu n'existe pas, alors oui, l'hédonisme est la vérité. Bah oui, mais effectivement, il a raison, mais il reste à prouver l'existence de Dieu. Et Rabelais déboule dans l'histoire de l'Occident en disant, il y en a marre de ce corps des chrétiens, de ce corps angélique, de ces femmes qui sont vierges et qui sont mères en même temps, de ce cadavre qu'il faudrait imiter, de cette souffrance qu'il faudrait prendre comme modèle. Et il dit, mais moi je mets en scène un ogre. C'est Gargantua. Il rote, il bête, il pisse, etc. Quand il se met à uriner, il remplit Paris, il y en a partout, c'est des flots, etc. Et Gargantua et sa République libertaire. Alors c'est ça, l'abbé Thélème aussi, fait ce que voudra. Mais comment on arrive, non mais vous êtes posé la question, Michel Onfray, comment quelqu'un dans ce siècle, qui est un siècle très chrétien, etc., arrive à casser tous les codes, à casser toutes les... et se dire lui-même, allez, on va roter, pisser, chier, etc. C'est la Renaissance. C'est-à-dire que d'un seul coup, on dit... parce qu'il ne faut pas se tromper, pardon. Montaigne croit en Dieu. Rabelais il est catholique. Il n'y a pas d'athée à cette époque-là. Quand les gens disent, ah bah ouais, mais pas du tout, ils sont catholiques, et Rabelais est catholique. Simplement, c'est un catholicisme épicurien. Alors c'est compliqué pour plein de gens, mais cette idée qu'on puisse défendre la vie, la bonne chair, et en même temps Dieu, en disant, mais finalement, le vin, c'est une créature de Dieu, c'est une création de Dieu, et puis la charcuterie aussi, et donc, et puis les femmes également, et puis pourquoi pas la sexualité, et puis. Et donc, c'est le retour du vrai corps, c'est-à-dire le corps qui mange, qui boit, qui défait. Le corps épicurien, effectivement. Qui connaît un peu l'ivresse, qui peut prendre de l'embonpoint, parce qu'on a forcé sur les rillettes, et on se dit, mais voilà, le retour du refoulé, qui apparaît dans les romans de Rabelais. Il invente le roman, de la même manière que Montaigne invente la philosophie. Il invente le roman moderne. Invente le roman planétaire. Avant Cervantes ? Non. Oui, si, bien sûr. C'est Cervantes, c'est le 17e. Ah oui, c'est vrai. Lui, c'est 16e, moitié 16e. C'est ça, oui. Don Quichotte, c'est après. Vrai, alors qu'on dit habituellement Don Quichotte, mais non, pas du tout. Rabelais. Ce qui a permis, vous en parlez dans votre livre, ce qui a permis en quelque sorte cette nouvelle page, cette ouverture de cette nouvelle page de l'histoire, la Renaissance, c'est quand même le massacre de la Saint-Barthélemy, en quelque sorte. Non, je ne crois pas que ce soit ça. Je pense que la Renaissance, c'est cette idée que la foi ne suffit plus.
D'ailleurs, si vous faites un tour dans une église romane ou dans une église gothique, vous voyez bien la différence. C'est-à-dire que quand la foi suffit, vous avez un trou dans le mur et la lumière qui rentre, c'est tout. C'est la ligne directe, la lumière. Après, il faut aller chercher Dieu. Donc vous avez du flamboyant, vous avez du gothique, vous avez des vitraux, il va falloir que ce soit chatoyant, etc. Et au fur et à mesure, on s'aperçoit que la foi du charbonnier ne fonctionne plus et qu'il faut être dans la rhétorique. Il faut aller chercher des montres, et puis dont saint Thomas d'Aquin, la scolastique et ce genre de choses. Simplement, on se dit, mais le christianisme peut fonctionner autrement. S'il n'est pas le christianisme de saint Paul, haine du corps, etc., mais celui de Jésus, à ce moment-là, Jésus peut être une figure épicurienne. C'est un personnage qui ne déteste pas les femmes. Il y a des femmes autour de lui. Et puis il allait rire dans les montagnes à un moment donné. Enfin, il pouvait rire dans les montagnes. Enfin, il pouvait, quand il se retirait comme ça, vous savez, c'est Prévert qui l'a dit, évidemment, un grand athée. Mais on ne sait pas si Jésus n'était pas un humoriste. Enfin, là, c'est allé loin, parce que je pense qu'il ne rit pas. C'est un peu ce qui le qualifie, justement, parce qu'il ne peut pas avoir un corps vraiment complètement humain. Le rire étant le propre de l'homme, comme chacun sait. On est bien obligé de dire, dans la part de divinité, il ne peut pas déféquer, il ne peut pas roter, il ne peut pas pisser, enfin comme Gargantua. C'est un anticorps du Christ, le Gargantua, en ce sens. Eh oui. Alors, autre personnage auquel vous rendez hommage dans votre livre, eh bien, c'est Victor Hugo. Et à son propos, vous écrivez, Michel Onfray, Hugo se nomme socialisme. Au 19e, c'était une idée neuve. Au 20e, elle a été détruite. Elle reste un horizon au 20e siècle. Au 21e, je pense qu'elle peut être un horizon, pourvu qu'on ne réduise pas le socialisme à François Mitterrand, à François Hollande, à Mélenchon ou à tous ces pitres-là qui se sont servis de l'idée socialiste plutôt qu'ils ne l'ont servi. Il y a dans le socialisme cette idée que la société doit faire sens, que nous ne sommes pas que des individus, nous sommes des individus mais dans une société, et qu'on doit avoir le sens de la socialité, du social. La gauche aujourd'hui, elle est devenue ce que Libé en a fait, c'est-à-dire fait l'éloge de la coprophagie, de la zoophilie, de la pédophilie, récemment d'un violeur. Le jour des femmes, Libération publie le témoignage d'un violeur. Avec beaucoup d'empathie, on se dit c'est ça la gauche. Moi, je suis pas dans une gauche coprophile ou dans une gauche zoophile. Hein. C'est pas ça ma gauche. C'était la trahison totale de la gauche telle qu'Orwell que tout le monde entend. Absolument. Ça c'est ma gauche pour le coup. C'est la gauche d'Orwell, c'est la gauche de Camus, c'est même la gauche de Simone Veil, la philosophe. Ils sont des gens qui n'ont jamais été marxistes, jamais communistes, qui ont même été plutôt contre ça et qui ont estimé qu'il y avait effectivement un souci d'équité, de justice dans le socialisme qui fait que on n'y est pas encore parvenu, hein. Je pense que ça... Michel Onfray, on doit effectivement faire une petite coupure. Alors pourquoi la gauche effectivement a oublié le peuple? Pourquoi notre époque ne permet plus de se réclamer de l'idéal de Victor Hugo, de pratiquer le marivaudage, d'être rabelaisien, voltairien ou cartésien? On continue d'en parler dans un instant sur Sud Radio. Alors à tout de suite. Je voudrais juste revenir assez rapidement, Michel Onfray, parce qu'on pourrait en parler des heures, il y a beaucoup de choses à dire, mais qu'est-ce qu'a apporté Descartes? Parce que Descartes, ça a été aussi une rupture. Et puis passer très rapidement, avant de parler de la déconstruction de ce qu'on vit maintenant, à Voltaire et au marivaudage. Vous en avez un peu parlé du marivaudage, mais surtout l'ironie voltairienne, le côté, allez, on prend son temps et on a cet esprit critique, voilà, l'esprit critique. Donc je disais un peu tout à l'heure que Descartes avait quand même pas mal emprunté à Montaigne, mais Descartes dit il nous faut trouver une méthode. C'est pas un philosophe de la méthode. Montaigne, c'est un philosophe des réponses. Il apporte des réponses, il pose des questions, mais il apporte des réponses. Descartes est un philosophe qui plaît beaucoup aux philosophes de profession parce que justement il y a les fameuses règles de la méthode. Et Montaigne ne dit pas comment connaît-on. Montaigne il dit je connais, point à la ligne. Et puis même quand je ne connais pas, je sais que je ne connais rien. Enfin il reprend Socrate, etc. Descartes il n'a apporté qu'une méthode, Descartes. Il n'a pas apporté une méthode sans sagesse, dites-vous. C'est ça. Alors qu'il y avait chez Montaigne, il y a une sagesse sans méthode. Et donc la méthode c'est bon, je ne touche pas à la religion de mon roi de ma nourrice. J'ai pas envie d'avoir des ennuis avec la monarchie. Galilée avait eu des problèmes avec l'Église, donc il a des précautions, il dit bon, mais je doute de tout. Enfin, méthodiquement, il appelle ça le doute méthodique. Donc ça veut dire que toutes les certitudes, on les examine pour pouvoir retrouver quelque chose qui soit véritablement une certitude. Il dit je dois trouver une certitude. Je doute, mais je ne peux pas douter que je doute. Donc quand je pense, je sais que je pense. Si je pense, c'est que je suis. C'est le fameux cogito. Et il dit eh ben voilà la première pierre. On n'a pas eu besoin de théologie, on n'a pas eu besoin de la Bible, on n'a pas eu besoin d'Aristote. Mais c'est une sacrée rupture quand même. C'est une vraie rupture, parce qu'il dit, mais la vérité n'est pas dans les livres, la vérité, elle est à l'intérieur de soi-même si la raison bien conduite permet d'y parvenir.
Et il dit, ben voilà, sur cette pierre, je vais bâtir une église qui sera celle de la rationalité. Donc, ne jamais prendre pour vrai que ce qui aura été examiné, etc., etc. Et il dit, il y a des règles pour bien conduire sa raison et parvenir à des certitudes rationnelles. Donc, on n'est plus dans la logique de la foi, on laisse ça de côté, mais on a la logique de la démonstration. De la démonstration. On voit bien aujourd'hui, par exemple, sur les questions Covid, vaccins, etc., comment la déraison fait la loi, comment la méthode, c'est l'hystérie totale. Mais vraiment, la haine généralisée, simplement parce qu'on estime que Pasteur n'est pas un faussaire. Vous dites juste que Pasteur n'est pas un faussaire, et on s'en vient vous expliquer que vous êtes un suppôt du capital, que vous êtes un faux subversif, que vous êtes payé par les laboratoires, etc., etc. Donc effectivement, on est dans le déraisonnable. Vous pouvez dire une chose et son contraire, c'est même devenu la méthode du chef de l'État. Alors que ce qu'on appelle l'ubiquité n'existe pas. Si j'ai en face de moi un verre, ce verre est là, il n'est pas à côté. S'il est à côté, il n'est pas là. Puis, donc, et si c'est un vin rouge, c'est pas un vin blanc. Et ben voilà, par exemple. Eh bien ça, aujourd'hui, si, vous pouvez le dire. Vous pouvez dire, effectivement, il n'y a pas de substance qui soigne dans l'homéopathie, mais ça soigne. Bon, ben d'accord, très bien, formidable, tout est possible. Et donc, la déraison fait vraiment la loi. Sur la question de l'ironie, ça suppose l'intelligence de celui à qui on s'adresse. Jean Kelevitch avait écrit un très beau petit livre sur ce sujet-là, et à chaque fois qu'on pratique l'ironie, on pense que l'autre va être capable de comprendre. Swift, par exemple, qui n'est pas français, comme chacun le sait, mais dit, il y a quand même, il était irlandais, il y a un problème de nourriture et il y a un problème d'enfants. Les gens font trop d'enfants et il n'y a rien à manger et il y a des famines. Swift dit, eh bien, il y a une bonne solution pour régler les deux problèmes en même temps, manger les enfants. Alors, soit on comprend l'ironie, ça on l'apprend au premier degré. Aujourd'hui, on dirait ce type est pédophile de anthropophage. Il a fait l'éloge de l'anthropophagie. Quand vous lisez Montesquieu qui dit, mais enfin, il fait de l'ironie sur l'esclavage, vous n'imaginez tout de même pas que ces nègres puissent penser, ou puissent être des humains quand même. Eh bien, moi je me souviens d'avoir fait passer le bac à des élèves qui me disaient qu'il était esclavagiste. J'ai dit, mais qui vous a dit ça? Ma prof de français. J'ai dit, mais non, c'est de l'humour, c'est de l'ironie. Montesquieu dit, mais vous allez bien comprendre que je plaisante en disant une chose pareille. Aujourd'hui, tout le monde est comme ça. C'est-à-dire que si vous pratiquez de l'humour, on va vous expliquer que c'est pas drôle. Je n'ai pas vocation à défendre Alain Finkielkraut, dont l'humour n'est quand même pas la qualité qu'on lui reconnaît a priori, mais quand il a dit, mais oui, moi je viole ma femme tous les jours. Enfin, c'était une façon de répondre. On lui a dit, comment on dit ça? Un certain nombre de néo-féministes ont dit, il fait l'éloge du viol. On dit, mais vous plaisantez ou quoi? Vous ne comprenez pas la dimension humoristique? Mais c'est extraordinaire, ce rapetissement, cette givaroisation. Mais alors justement, à propos de l'humour, vous dites une phrase intéressante, vous dites ceci: l'humour qui exige donc le sens des nuances, de la subtilité, de l'intelligence n'est plus possible, car ces vertus ne sont plus enseignées et elles ne sont pas innées. Alors selon vous, il faudrait les réenseigner? Il y aurait vraiment beaucoup de choses à faire. Bah oui, je veux dire que il faut déjà que les enseignants comprennent. Je vous rappelle que quand j'ai fait passer le bac assez jeune, là oui, eh bien, ils me disaient ce que leur enseignante avait dit. Là, on se dit, mais c'est les profs qui n'ont pas compris l'humour ou l'ironie. Le dictionnaire philosophique de Voltaire est formidable. Et les éditions Coda en fait une édition intégrale, mais c'est formidable, c'est rempli d'ironie. Il fait même par exemple sur la question du tremblement de terre, il plaisante Voltaire quand il dit que le tremblement de terre de Lisbonne ne peut pas être causé par l'impiété des gens. Donc il utilise l'humour, il utilise la plaisanterie. Et ça fait passer la pilule d'une certaine manière. Et puis ça met les rieurs de son côté. Aujourd'hui, ça n'est plus possible. Les rieurs sont aujourd'hui dans la scatologie, la grossièreté, la vulgarité. Ils sont dans le pipi caca boudin. Enfin, ça marche très bien. Je ne vais pas donner des noms. Enfin, on connaît des gens qui remplissent les stades avec des sketchs prétendument drôles où on retrouve l'humour d'un petit garçon qui a appris les effets qu'il allait produire en disant pipi caca. Et puis voilà, crotte boudin, caca boudin, etc. Très bien. Il y a un âge pour ça, 3-4 ans, je ne sais pas. Et simplement, il y a un moment donné où ça c'est fini. Oui, pas du tout. Pas du tout. Il y a des gens qui font carrière et profession de ce genre de choses. Donc effectivement, la subtilité, l'humour, ce que Raymond DeVos faisait jadis. Une espèce de jeu sur l'absurde, sur le non-sens. Et même Desproges, à sa manière. Quand Desproges, et là je reviens, c'est quand Desproges disait je me suis laissé dire qu'il y a quelques juifs dans la salle. Oui. Bon, aujourd'hui, il se ferait pendre, qui dit ça sur les juifs ou les musulmans ou n'importe. Et aujourd'hui, enfin, ça ne passerait plus de la même façon parce que l'autre côté, effectivement, Michel Onfray, c'est qu'il y a eu cette espèce de glaciation autour de, je ne sais pas, est-ce que c'est l'identité, est-ce que les gens se sont tellement divisés en monades atomisées qu'ils ne savent plus où ils sont? Il n'y a pas de ça. Je pense que d'abord, l'enseignement, enfin, Céline, vous aviez raison de parler tout à l'heure de l'enseignement, mais si on n'enseigne pas l'humour,
ça vient pas naturellement. C'est-à-dire que si on n'étudie pas, par exemple, les pièces de Voltaire, ou même Swift dont je parlais tout à l'heure, ou les contes de Voltaire, on ne saura pas ce que c'est que l'humour. Si l'humour, c'est Jean-Marie Bigard qu'on voit à la télévision, bon ben voilà, l'humour c'est ça. Et ben non, c'est pas ça. On peut apprendre la drôlerie qu'il y a dans une pièce de Molière, par exemple. On n'enseigne plus Molière. On va chercher un texte en prose, un type du XXe siècle, peut-être sur la Shoah, ou sur le fait que son papa, qui était chauffeur routier, est devenu maman, et puis on va enseigner ça en priorité à l'école. Bon, très bien, formidable, puisqu'il s'agit d'endoctriner désormais avec cette nouvelle idéologie. Mais on pourrait aussi dire, on n'a pas des idées à vous mettre dans la tête, on a une méthode à vous construire, à vous aider à construire. Vous apprendre l'esprit critique. Eh bien, la subtilité. La subtilité. On pourrait dire, on va vous faire écouter 3 sonates trois fois la 30e sonate de Beethoven, avec 3 interprètes différents. On va vous faire goûter des eaux minérales différentes, des eaux gazeuses, des eaux plates, des eaux froides, les mêmes mais froides, tièdes ou chaudes. Et puis on va vous apprendre le goût, la nuance, la subtilité. Avez-vous vu que cette même pièce, quand elle est jouée par tel pianiste, tel autre ou tel autre, il s'est passé quelque chose. Ce qui faisait le génie français, c'était le génie de la délicatesse, de la nuance, de la subtilité. Toute la langue française est là-dedans. Aujourd'hui, on ne parle plus qu'une langue rabougrie, quelques mots que les gens ne comprennent plus. On utilise nazi, fasciste, antisémite à tout bout de champ. On a entendu l'autre jour Bouba dire que le Front National c'est un parti de SS et de nazis. Bon, d'accord, très bien. Dans ce cas-là, tout est possible. Tout le monde dit n'importe quoi pour dire quelque chose. Mais parce qu'effectivement, le vocabulaire s'est extrêmement réduit. Je crois savoir qu'à l'époque de Fabius, quand même antédiluvien, ce normalien parlait comme un normalien. On lui a fait savoir qu'il fallait utiliser 500 mots de vocabulaire parce que ça n'allait pas au-delà l'entendement des Français. Ce que je ne crois pas. Si on transforme les Français en imbéciles, bien sûr qu'ils seront des imbéciles. Si on les crétinise, bien sûr qu'ils seront des crétins. Si on ne veut plus du peuple et qu'on veut fabriquer une populace, bien sûr, ça marche très bien, ça fait 30 ans que ça dure, qu'on transforme le peuple en populace. Mais si on transforme le peuple en peuple, en lui disant, mais on va vous donner les instruments de réflexion, de pensée, d'analyse, on va vous aider, on va vous rendre possible, accessible, Descartes, Montaigne, Voltaire, arrêtez de lire des bêtises, arrêtez d'écouter des sottises, arrêtez de vous passionner pour des séries de télévision. En plus, il faudrait savoir, moins il y a de mots, moins il y a de pensée. Comment voulez-vous formuler une pensée complexe avec 40 mots, quoi. C'est comme si dans un garage, vous disiez, on va réparer votre voiture, on ouvre une boîte à outils et on a un marteau et un tournevis. Voilà. Et vous n'avez que ça pour réparer la voiture. Et sur certains trucs, ça va le faire, pas sur d'autres. Moins on a de vocabulaire, moins on a de langage, moins on a de concepts, moins on a les moyens de penser le monde. Quand on ne pense pas le monde, on est très accessible au slogan et à l'idéologie. Et justement, dans la dernière partie de votre livre, Michel Onfray, vous parlez de ça. Est-ce que ça a été, sans jouer du tout ni au complotisme ni rien, est-ce que ça a été quelque part inconsciemment voulu? C'est-à-dire cette espèce de simplification, au très mauvais sens du terme. Bien sûr. Moi, je pense qu'il y a des gens, mais sans être complotiste, il y a des gens qui tous les soirs lisent une page d'Huxley, une page d'Orwell, en se disant demain il faut faire avancer la cause, quoi. Et on se dit, par exemple, novlangue, on se dit mais c'est inventé tous les jours, quoi. Tout le temps. Oui. On se dit mais c'est pas possible. Faire le ministère de la paix au lieu du ministère de la guerre, le ministère du mensonge, etc. Absolument. Et comme on n'enseigne plus le langage, la subtilité, la rhétorique jadis, on enseignait la rhétorique, on enseignait à construire l'art de construire un propos, l'art de délibérer, l'art de démontrer. Moi, quand je faisais cours à mes élèves, je leur apprenais ce que je n'aurais pas dû faire. Moi, je faisais de la philo, j'étais pas prof de français, mais je leur apprenais à construire un propos. Je leur apprenais à faire un paragraphe. Je leur expliquais ce qu'était un paragraphe, pourquoi on changeait de ligne, comment on fabriquait des parties, ce que c'était qu'une introduction, comment on fabriquait la conclusion. Si vous n'enseignez pas ça aux enfants, ils se mettent à vous tenir un discours général, genre robinet d'eau tiède, et ça parle jusqu'à ce qu'on vous arrête. Vous dites, mais vous n'avez pas envie de construire un propos? Vous n'avez pas envie de construire une démonstration? Ils ne savent pas qu'on peut construire un propos. Ils verbigèrent, comme on dit dans un mot que j'aime beaucoup. C'est très joli. Alors selon vous, Michel Onfray, on peut dire que notre civilisation est en train de mourir? Oui, et d'ailleurs, il y a un certain nombre de gens qui font tout ce qu'il faut pour ça. Je pense que les Maastrichtiens, comme je dis, sont des gens qui veulent en finir avec la culture française, avec la nation française, avec le savoir-faire français, avec la civilisation française, qui s'inscrit elle-même dans une civilisation judéo-chrétienne, qu'il faut transformer l'Europe en marché, de façon à faire de telle sorte qu'on puisse intégrer ensuite l'Europe à un grand marché planétaire, parce que l'objectif, c'est le transhumanisme, c'est de transformer la planète en grand supermarché, et on voit aujourd'hui que... Consommateurs partout, consommateurs de tous les pays, unissez-vous. Bien sûr. C'est-à-dire que nous, par exemple, l'Occident chrétien, on a fabriqué, je dis un pluriel de majesté presque, mais ce qui distinguait notre Occident chrétien, c'était les cathédrales. C'était les églises et les cathédrales. Qu'est-ce qui distingue notre nouvelle époque, ce vers quoi nous allons? C'est le supermarché.
l'endroit dans lequel vous trouvez tout. Du coton-tige au cercueil presque, et vous pouvez tout trouver, vous êtes un consommateur, et maintenant c'est même totalement virtualisé. C'est-à-dire que vous commandez quelque chose, c'est en Chine, on vous l'envoie, 48 heures après, vous avez un produit qui a été fabriqué par des esclaves politiques qu'on transforme en ouvriers, qu'on ne paie pas, etc. Et on dit, ça c'est formidable, c'est le marché, donc c'est ce vers quoi il faut aller. À quoi bon la lecture, à quoi bon la culture, à quoi bon les livres, à quoi bon la bibliothèque? On va tout de même pas apprendre la subtilité à des gens, ils risqueraient de s'en servir. On ne va tout de même pas apprendre l'intelligence, la méthode ou la raison à des gens, ils pourraient s'en servir. Et comme on a envie de gens qui soient binaires, blanc et noir, c'est bien, c'est pas bien, je like ou je nique, on se dit, voilà, la vérité aujourd'hui, elle est totalement binaire. Le monde n'est pas binaire. Et lire Voltaire, c'est découvrir justement la subtilité. Lire Montaigne, c'est découvrir une pensée libre et autonome. Lire Descartes, c'est comprendre qu'il faut construire ses raisonnements. Construire, et puis Marivaux, qui est le marivaudage, qui n'est pas... La séduction au vrai sens du terme. Alors on est passé quand même d'une époque où Sade était un héros, il ne l'a jamais été pour moi, j'ai même écrit un livre contre ça que j'ai appelé La passion de la méchanceté, en disant mais comment peut-on faire l'éloge de ce type, alors qui pour le coup massacrait les femmes. Vraiment, détruisait les femmes, salissait les femmes, abusait des femmes, violait les femmes, leur cousait le vagin, le rectum, etc. On va pas rentrer dans le détail de ce qu'était Sade. Mais Sade, c'était la panacée de Foucault, de Deleuze. C'est le style. Ouais, style, il y a plein d'auteurs du 18e qui avaient un style magnifique et qu'on n'a pas célébré pour autant. Laclos, en tout cas, c'est mieux. C'est un autre genre de perversion. Je ne suis pas un fanatique de... pas un pervers polymorphe. Moi, je suis plutôt fourriériste sur cette question-là. Je pense que la liberté sexuelle, sensuelle, etc., elle est plus intéressante chez Charles Fourier, dans le Nouveau Monde amoureux, que dans Sade, qui est un justement. Je suis d'accord, mais il n'avait pas le talent de Laclos. Enfin, c'est une autre discussion. Mais on se demande effectivement, et Michel Onfray se demande à la fin de son livre, où va-t-on, qu'au va-t-il, et quelle est cette civilisation qui devrait succéder à la civilisation judéo-chrétienne dont on a parlé, dont il parle très longuement et très talentueusement dans son livre, Céline. Et oui, André, effectivement, allons-nous vers une civilisation transhumaniste? Eh bien, c'est la question, effectivement, qui est posée à la fin du livre de Michel Onfray, effectivement, qui publie donc L'Art d'être français aux éditions Bouquin, un livre dans lequel, effectivement, il adresse donc 12 lettres à la jeune génération pour lui raconter ce qui est en train de détruire notre époque. Alors, on va en parler aussi avec vous tout de suite, chers auditeurs de Sud Radio, et on va aller rejoindre donc Montpellier, où Gérald nous attend au standard de Sud Radio. Bonjour Gérald. Oui, bonjour Gérald. Gérald. Pardon, excusez-moi, j'étais en silencieux. Bonjour à tous. D'accord, bonjour. Oui, bonjour Gérald. Oui, donc je me permets en fait d'intervenir à l'émission. J'adore, bonjour monsieur Onfray, je vous adore vraiment beaucoup par rapport à tout ce que vous dites, parce que vous dites de réelles choses en fait de ce qui peut se passer en fait sur la France, et donc je pense qu'il y a beaucoup de gens qui devraient et vraiment se calquer par rapport à ce que vous pouvez dire aujourd'hui. Moi, sur le message de l'art être français, c'était évidemment à l'époque. Aujourd'hui, maintenant, on ne peut plus être français parce que j'ai l'impression que c'est une honte d'être français, et c'est ce que je ressens à travers en fait cette population, par la cancel culture, comme vous l'aviez dit, par ce transhumanisme, comme vous l'aviez dit aussi. Aujourd'hui, il y a des choses qu'on ne peut plus se permettre de dire, d'écrire ou de penser, ne serait-ce que ça, par différentes manières, par nos votes, par nos paroles qu'on peut distribuer en fait auprès de nos enfants, et ça y a un gros problème. Avant, être français, pour moi, quand j'étais fier, quand j'étais enfant, j'ai 37 ans aujourd'hui, c'était quoi? C'était une France qui était plutôt souveraine, si je puis dire, même si après l'élection de Mitterrand, était souveraine, elle était présente, elle n'était pas égoïste, elle n'était pas individualiste, et aujourd'hui en fait c'est ce qu'elle est devenue, et j'ai l'impression en fait c'est ce qu'on veut devenir, c'est ce qu'on nous oblige à devenir par rapport à l'Europe et par rapport à Maastricht, c'est clair. Je pense, juste une dernière, je pense qu'on n'aura jamais un président en fait qui ne sera pas maastrichtien, ça c'est certain. Et voilà pourquoi aujourd'hui Marine Le Pen a songé plus ou moins de bord, parce qu'aujourd'hui elle est pour l'Europe, on peut pas se le nier. Donc voilà. Donc vous pensez aussi, alors Michel Onfray, qu'aucun président anti-maastrichtien ne peut survenir en France, aucune présidentielle, aucun... Oui, absolument. On voit bien d'ailleurs avec l'exemple de Marine Le Pen, c'est très intéressant de voir comment progressivement elle se dit on touche pas l'euro, on touche pas l'Europe, on touche pas à Schengen, on touche pas à Maastricht, on reste dans l'Europe, on touche pas à la Commission européenne.
européenne là, qui s'occupe de... Je dis, mais c'est quand même sidérant. Enfin, on est chez Jacques Chirac, quoi. Jacques Chirac dans les années 70, le bruit et l'odeur, voilà. Et on voit bien que avec ce miel-là, il y a un certain nombre de mouches qui arrivent. Et on commence par dire, ah tiens, Nadine Morano, Éric Ciotti, et puis on voit, comment s'appelle-t-il, Guillaume Pelletier. Enfin, je vois 2 ou 3 signes là qui montrent que bon, finalement, si Marine Le Pen est devenue ça, pourquoi est-ce qu'on ferait pas un bout de chemin ensemble? Alors, on le dit pas tout de suite, on le dit pas encore, mais oui, mais est-ce que ça peut être, alors, est-ce que ça peut pas être De Gaulle avec le Je vous ai compris, enfin, sans comparer, évidemment, comparaison n'est pas raison, je vous ai compris, et puis faire la politique tout à fait différente de celle qu'il avait été nommé, à savoir qu'il avait été amené parler de l'Algérie française, et puis il a fait ce qu'il a fait. Alors ça, André, je suis pas d'accord avec vous. J'ai écrit un livre là sur Mitterrand de Gaulle qui m'a conduit à lire le contexte de ce texte, le fameux Je vous ai compris. C'est dit quand, c'est dit où, dans quelles circonstances, dans quelles occasions, etc. Parce qu'effectivement, c'est une lecture, je dis pas que c'est la vôtre, hein, mais c'est la lecture de l'extrême droite, c'est la lecture de l'OAS qui dit « il nous a laissé tomber ». Moi, je me suis dit, c'est une phrase dont j'aimerais savoir ce qui la précède et ce qui la suit. Le général de Gaulle dit c'est le bazar, ça peut pas durer comme ça, il va falloir que ça change, c'est un vrai problème. Et il dit il va falloir effectivement qu'on trouve des solutions. Je vous ai compris. Je vous ai compris, ça veut dire il y a un problème, il faut trouver des solutions. On va les chercher ensemble et on va les trouver. Il fait des propositions. Il propose la paix des braves, le FLN ne veut pas. Il propose, etc. Un certain nombre de choses et tout le monde refuse. Bon, puis à un moment donné, il dit de toute façon, si on veut pas que les 2 églises deviennent Colombey les 2 mosquées, les 10 millions d'Algériens qui sont susceptibles de devenir des Français à part entière vont venir en France et on ne pourra pas refuser. Donc il dit on arrête. Et on décolonise. Il a quand même dit vive l'Algérie française à Mostaganem. Oui, si alors, vous allez dans les sources. Mais oui, mais alors l'Algérie française, c'est quoi à cette époque-là et à cette date-là? Quand on pense aujourd'hui à Algérie française, on pense à l'OAS. Et c'est-à-dire que c'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire de dire, mais l'Algérie, dans une configuration avec la France, reste une Algérie française. Simplement, est-ce qu'elle est indépendante? Est-ce qu'elle est autonome? Est-ce qu'elle est en relation? Enfin bon, le sujet, c'était pas le général de Gaulle. Mais je veux dire que Marine Le Pen, elle peut dire ça. Elle peut dire effectivement que c'est une ruse, qu'elle arrivera au pouvoir et que quand elle arrivera au pouvoir, elle changera tout ça et que, etc. Moi, je ne crois pas. Je pense simplement que, je dis pas ça de manière méprisante, mais elle est bonne fille, quoi. Elle était juste en train de se dire, le pouvoir est à portée de main, qu'est-ce qu'il faut faire pour y parvenir? Et si ça passe par l'abandon de 2 ou 3 trucs, pour sécuriser 2 ou 3 personnes qui sont susceptibles de venir, de façon à ce qu'elles puissent dire, le problème, c'est pas de trouver des ministres, c'est de les choisir. Le pouvoir, quoi. C'est la question du pouvoir, de fait. Merci Michel Onfray d'être venu sur Sud Radio. Je rappelle que votre livre, L'art d'être français, est publié aux éditions Bouquin.